Et bonjour à tous, bienvenue sur la web radio du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. C'est notre 6e émission. Je suis en compagnie de Mathieu Bolzinger. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, tu es le secrétaire à l'organisation des jeunes communistes des Yvelines. Et aujourd'hui, nous allons co-animer une émission sur la Poste, si j'ai bien compris. En fait, nous recevrons donc deux secrétaires CGT et élus CHSCT de la Poste. Mathieu, je te laisse présenter le programme. Non, de toute façon, tu as un petit peu spoilé ce que je voulais dire. Merci, Bastien. Mais du coup, effectivement, il me semblait que dans la période, ça avait du sens de donner la parole aux postiers. Puisque du coup, ils assurent une continuité quand même de ce service dans la période. Donc, on verra aussi de quelle manière. Puisque forcément on imagine bien que la crise elle impacte aussi ce genre de choses pour les postiers. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir accueillir Vincent Fournier, donc, qui est secrétaire de la CGT et élu au CHSCT de Versailles, et du coup Benjamin Benquin, qui est lui des Hauts-de-Seine, qui est pas des Yvelines, mais du coup qui est aussi un secrétaire de la CGT aussi, et élu au CHSCT des Hauts-de-Seine. Eh bien, merci Matt pour la présentation de ce programme. Je vous rappelle que c'est une émission que vous pourrez retrouver en rediffusion sur la chaîne YouTube des jeunes communistes des Yvelines. C'est aussi, comme c'est une émission en live, vous êtes amenés à participer. On vous invite bien évidemment à participer et à laisser donc des commentaires sur la vidéo, des réactions aussi par rapport à ce qui peut être dit tout au long de cette émission. Donc nous allons chercher nos invités. Nous allons marquer donc une courte pause, le temps tout simplement de les capter et de s'assurer que tout se passe bien au niveau de la technique. On se retrouve après un très court instant. À tout à l'heure. En compagnie de Mathieu Bolzinger, et nous avons avec nous Vincent Fournier et Benjamin Benquin. Benjamin, bonjour. Bonjour. Ouais, mais j'espère que tu nous reçois bien et que tout se passe bien de ton côté. Vincent, bonjour. Vincent, est-ce que Vincent nous reçoit? Oui. Je reçois. Vous m'entendez là? Très bien. Très bien. Du coup, Vincent, tu es secrétaire CGT et élu CHSCT La Poste Versailles. Et Benjamin, tu es aussi secrétaire CGT et élu CHSCT La Poste Hauts-de-Seine, si j'ai bien compris. Alors, à l'établissement de Bourrier dans les Hauts-de-Seine. D'accord. Ça pour moi, ouais. Donc, très bien. Mathieu, je te laisse faire le début. Je te laisse présenter donc, les questions. Oui, donc du coup, bonjour à vous deux. Merci de nous donner un petit peu de temps pour répondre à nos petites questions. Effectivement, donc ça nous semblait nécessaire dans la période de vous donner un peu la parole, vous les postiers, qui faites face aussi à la crise. Donc du coup, vous êtes tous les deux amenés à travailler dans la période. Donc en tant que facteur, depuis maintenant 4 semaines de confinement, on voit l'importance des services publics comme le vôtre, au même titre que les professions de santé, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste votre activité et en quoi vos conditions de travail sont impactées par l'épidémie? Peut-être que Vincent, tu peux commencer, et puis ensuite Benjamin, on peut faire dans cet ordre-là. Ouais, du coup, en fait, au début de l'épidémie, la Poste s'est contentée en fait d'informer un peu sur l'épidémie et de faire un peu une propagande sur les gestes barrières, etc. Mais le problème, c'est qu'ils ne mettaient pas réellement de protection. Ils n'ont pas donné de masque, ils n'ont pas donné de gants, ils n'ont pas donné de... Et en fait, le gros problème, c'est que les gestes barrières de s'éloigner au minimum à 1 mètre de toutes les personnes, c'est pas trop possible dans les centres courriers, en fait. Et donc l'activité, après il y a eu plein d'absents dès le départ, du fait aussi des gardes d'enfants, des arrêts maladie, etc. Et il y a surtout eu en fait une grosse activité de droits de retrait. En fait, il a été recensé à peu près 10 000 droits de retrait quand même au début de l'épidémie, parce que évidemment les collègues avaient peur tout simplement d'être contaminés, ce qui est tout à fait légitime à notre sens. Quand tu parles de 10 000, c'est au niveau national, tu veux dire? Ouais, ok. 10 000, il y aurait eu 10 000 postiers qui auraient fait au moins un jour de droit de retrait en
Ok. Et du coup, voilà ce qui s'est passé au départ. Et nous, je peux peut-être pas tout raconter dans le détail, mais nous, dans les Yvelines, on a fait quelques bureaux au départ, en fait, notamment, je sais pas, par exemple, Manille-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, où il y a eu des droits de retrait assez massifs sur quelques jours, sur Versailles aussi en partie. Mais en fait, ce que la direction s'opposait, le problème c'est que la direction se tentait fortement de s'opposer au droit de retrait. Pourtant un droit légitime reconnu par le Code du travail, mais la direction était assez menaçante en fait en évoquant des retraits sur les payes, ce qui n'est pas possible normalement en cas de droit de retrait, voire des sanctions. Donc ça a fait quand même évidemment rentrer un certain nombre de collègues au boulot, cette affaire. Et donc voilà ce qui s'est passé. Après nous, ce qui est assez grave aussi, c'est qu'il y a eu quand même une affaire un peu hallucinante, c'est que dans un des centres courriers des Yvelines à Croissy-sur-Seine, en fait, c'était le 20 mars, on était présents, nous deux représentants de la CGT, et on a formé tout simplement les collègues des possibilités de droit de retrait. En fait, la direction a appelé la police. Alors que c'est Y compris ça, c'est une vidéo qui a pas mal tourné au début du confinement où effectivement, bah, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, ouais. Et du coup, ils ont appelé la police tout simplement, alors que moi, c'est un centre où je suis déjà allé 50 fois, quoi. Enfin, ils ont l'habitude de me voir. Et en fait, en leur disant qu'on n'avait pas les papiers en règle, parce que en fait, tout simplement, l'autre problème aussi, c'est que la direction de la Poste, en fait, aussi incroyable que ça puisse paraître, elle revendique en fait clairement, ils nous l'ont même écrit dans des mails, que nous, les syndicalistes, en fait, on n'a pas une activité essentielle et que du coup, ils nous donnent pas tout simplement l'autorisation de se déplacer, parce qu'en gros, ils considèrent non seulement qu'on n'a pas une activité essentielle, mais en plus, ils nous dictent en fait la manière de mener notre activité, ce qu'ils nous disent en gros, vous pouvez rester chez vous, faire du télétravail. Alors que moi, enfin, en temps normal, tous les jours, je suis dans un bureau, voire plusieurs, sur le terrain à la rencontre des collègues, donc c'est évidemment un gros problème. Et en fait, clairement, ils revendiquent d'appliquer une discrimination aux syndicalistes de la Poste. C'est un peu hallucinant. Et donc, ils ont été jusqu'à appeler la police, qui a marché complètement dans leur sens et qui nous a contrôlés, qui a constaté du coup qu'on n'avait pas exactement les papiers, même si on avait un papier du syndicat, on n'avait pas un papier de l'employeur, puisque évidemment ils refusaient de le donner. Et du coup, ils nous ont dit qu'on allait avoir une amende suite à ça. Et en fait, ça a été encore plus loin, parce qu'on a reçu, là, il y a une dizaine de jours, on a reçu un courrier du commissariat local là, de la Seine-Saint-Cloud, qui nous disait que notre affaire allait passer devant un tribunal de police, et que l'amende elle pourrait être comprise en fait entre 135 et 750 euros. D'accord. Donc en fait, il requiert un truc encore plus grave que ce qu'on entend, l'amende forfaitaire habituelle de 135 euros. Donc voilà. Donc on est sur de la stigmatisation vraiment syndicale pour le coup là. Comment ? On est vraiment sur de la stigmatisation syndicale, du coup il y a comme si les syndiqués avaient les syndicalistes avaient un droit d'amende supérieur à d'autres, alors que du coup ça fait partie de tes fonctions. Dire aux syndicalistes, stop, vous allez plus sur le terrain et vous nous emmerdez pas. Quoi. Ok. Franchement, on en est là. Quoi. Je te propose Vincent qu'on passe la parole à Benjamin. On reviendra y compris là-dessus hein, sur ces questions un petit peu de pression de la direction, notamment parce que toi tu as aussi d'autres choses à nous partager un petit peu peut-être d'avant le confinement. Alors, juste quand même pour préciser, moi je n'entends pas Benjamin. Alors, donc, Bastien, tu vas t'occuper. Ce qu'on peut faire, Mathieu, ce que je te propose, c'est que tu prennes mon casque. Parce que moi j'entends Benjamin. Bah, très bien. Et tu vas prendre mon casque pour l'occasion. Et du coup, Vincent, t'entendras pas Benjamin. Oui, du coup, Benjamin. Bah voilà, est-ce que peut-être pour commencer, tu peux revenir un petit peu sur comment ça se passe pour vous dans les Hauts-de-Seine, voilà, sur votre activité en tant que postier. Et puis revenir notamment pourquoi pas sur un petit peu ce que nous disait Vincent sur l'activité syndicale que vous pouvez avoir. Est-ce que voilà, vous faites aussi l'objet de sanctions ou de pression de ce type là. Voilà, je te laisse la parole.
Alors, pour commencer sur la question donc de l'impact de la crise sur les conditions de travail, alors les services courriers, ils continuent à fonctionner, mais en nombre très réduit, puisqu'il y a une bonne partie du personnel qui, depuis le début, donc doit être absent du service du fait des gardes d'enfants ou tous ceux qui se retrouvent à avoir des problèmes de santé particuliers, qui eux ont dû de fait être éloignés des services, et il n'y a absolument aucune prise en compte de ça par la direction. C'est-à-dire, ils essaient de faire fonctionner les tournées comme si on était à 100% du personnel, alors que c'est loin d'être le cas. Alors, évidemment, les manières de travailler ont un peu changé, c'est-à-dire, ils ont dû adapter les distributions des recommandés, etc., pour qu'il n'y ait pas de contact direct avec les usagers, mais tout ça s'est fait de manière extrêmement anarchique depuis le début de la période. Pour ce qui concerne notre activité syndicale, alors effectivement, là où ils ont été très radicaux, c'est qu'ils ont refusé, la Poste, de remettre des attestations de travail aux détachés permanents, c'est-à-dire à ceux qui consacrent 100% de leur activité à l'activité syndicale, donc qui de fait ne peuvent pas être en règle pour se déplacer sur les sites. Bon, c'est pas mon cas personnellement, parce que moi j'exerce toujours mon activité professionnelle, mais en tout cas c'est par ce biais-là qu'ils ont réussi à éloigner une partie de nos camarades des services. Alors notre activité syndicale en ce moment, elle consiste beaucoup à informer le personnel, à être avec eux, alors à la fois à les informer et à les mobiliser sur les conditions de sécurité. Ça s'est passé sur un certain nombre de sites par l'exercice temporaire du droit de retrait pour exiger des masques, du gel, une organisation en matière de sécurité, la désinfection des locaux, etc. Mais ça consiste également à mobiliser sur tout ce qui et à informer sur tout ce qui se passe autour, puisque évidemment, les directions, elles profitent de cette situation-là pour restreindre un peu toutes les boîtes, les droits au congé, pour modifier un peu arbitrairement l'organisation du travail et pour faire passer un certain nombre de choses en douce. Hein. Notamment, on a informé sur les négociations salariales et sur la non-augmentation de salaire sur l'année 2020. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Peut-être que je peux te proposer d'enchaîner un petit peu. Si, non, je vais revenir à Vincent tout de suite, du coup, par rapport à ce que aussi il nous disait, ce que tu nous dis, Benjamin. Là-dessus, donc sur l'activité syndicale et notamment la répression, visiblement, en tout cas dans les Yvelines, que certains syndiqués de la Poste subissent. Est-ce que Vincent, tu peux aussi peut-être revenir sur un petit peu et nous donner un peu où ça en est, votre situation que vous avez vécue depuis le mouvement des retraites depuis décembre dernier, puisque du coup vous avez participé, les postiers ont été très en grève pendant ce conflit-là sur la question de la réforme des retraites. Et du coup, vous avez participé à des actions de blocage, etc., dans le cadre unitaire de l'intersyndicale. Est-ce que, voilà, et du coup, vous avez eu des certaines pressions et sanctions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Ouais. Ouais, en fait, du coup, suite à la grève, on avait été convoqué à 5 facteurs en entretien préalable avant sanction. Et moi, ce qui avait été particulièrement grave, c'est qu'on avait mis à jour quand même, ça avait fait même la une de l'Humanité, que c'était surtout sur la base en fait de témoignages forcés de certains collègues. C'est-à-dire que c'est le directeur d'établissement de Versailles qui était allé voir des collègues pour leur faire des faux témoignages. Et ça, ils nous l'avaient, eux, témoigné à nouveau par écrit sur des formulaires serfants, que le directeur les avait forcés à écrire qu'ils avaient été séquestrés sur une action de blocage d'ailleurs. Ok, Et les jeunes communistes ont participé aussi d'ailleurs, et ouais, voilà, on n'a jamais séquestré et qui que ce c'était, soit. On est fiers d'y avoir participé d'ailleurs. En plus parce que en fait le fait de séquestrer des salariés, ça n'a aucun sens. Quoi. Ouais. Donc, enfin voilà, du coup, on était 5 à être convoqués. En fait, ça, c'était au mois de février. Et en fait, suite à ça, il y avait une énorme mobilisation, hein, quand même, des facteurs de Versailles. Il y avait 95% de grévistes ce jour-là. Et suite un peu aussi au scandale que ça avait fait, ils avaient quand même sérieusement reculé, parce qu'en fait, il y a 3 collègues qui n'ont eu aucune sanction suite à ces entretiens. Et il y en a un qui a pris un blâme
Et moi, par contre, moi, ils ont quand même pas trop lâché l'affaire, hein, parce que ils ont plus l'habitude de me voir. Et moi, du coup, j'ai été convoqué en conseil de discipline. Et en fait, le conseil de discipline, il était à la base le 16 mars. Et donc, on comptait organiser, du coup, voilà, un rassemblement ce jour-là pour se battre contre cette répression à nouveau. Et en fait, c'était le tout début du coup du confinement, donc en fait, ils ont dû se reporter. Et ce conseil de discipline, il aura lieu après la période de confinement, en fait. Donc c'est toujours Donc pas là, vous êtes terminé. complètement en stand-by, vous savez pas du tout Ouais, comment ça va se terminer, on vous donne pas d'informations supplémentaires. stand-by, et en fait, il plane toujours la menace Voilà. de 3 mois. En fait, c'est quand même la sanction qui est prévue, on la connaît déjà, hein, c'est 3 mois de mise à pied sans salaire, quoi. Bien. Et c'est du sérieux. Et du coup, il y aura très certainement un rassemblement à nouveau quand ça sera possible. Je ne sais pas si c'est au mois de mai, au mois de juin. Il y aura un conseil de discipline s'il lâche pas l'affaire, toujours pendant la période de confinement. Il y aura un conseil de discipline et un rassemblement devant la direction départementale à Guyancourt, puisque cette affaire, voilà, c'est toujours pas terminé. Avant de, parce que tu vas donner peut-être la parole à Benjamin. Oui, je voulais juste quand même dire du coup pardon. à Vincent avant ça. De toute façon, en tous les cas, on restera attentif à ces dates dont tu nous parles, y compris de rassemblement. Bon, bah, notamment parce que l'union des forces progressistes, elles ont du sens depuis un certain bout de temps. Et voilà, on se tiendra au courant et on tiendra au courant, bien entendu, tous nos auditeurs et auditrices pour qu'on puisse. Et tous les camarades Voilà, de cours et aussi. tous les camarades, bien entendu. Avant que tu passes la parole à Benjamin, je tiens à signaler à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent commenter en live et réagir par rapport à ce que nos invités, et Mathieu et moi-même puissent dire. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions et à partager ce live sur vos réseaux afin d'avoir un maximum de visibilité. Tu voulais peut-être passer la parole du coup à Benjamin ? Oui, c'est ça, ouais. Bah, du coup, Benjamin, si ouais, effectivement vous avez. N'hésitez pas à revenir si vous. Parce qu'on connaît moins la situation dans les Hauts-de-Seine, donc je veux pas non plus mettre les pieds dans un plat que je connaîtrais pas. Mais n'hésitez pas à revenir sur votre lutte que vous avez pu mener à la Poste pendant la bataille contre la réforme des retraites. Mais est-ce que aussi, du coup, pour un petit peu revenir à nos moutons, là, vraiment précisément de la Poste pendant le confinement, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste un CHSCT, y compris du coup à la Poste, et voilà, comment est-ce que ça se traduit ton rôle dans ce CHSCT là en période de confinement. Alors, du coup, le CHSCT, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, donc c'était les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui sont donc une instance qui date des années 80, qui existe historiquement à la fois dans le public et dans le privé, mais qui ont été liquidés sur les dernières années dans toutes les entreprises du privé, mais qui existent encore à la fois dans la fonction publique et dans la structure un peu bâtarde qu'est la Poste aujourd'hui. Donc c'est une des seules instances qui permettent d'attaquer juridiquement un employeur qui mettrait en danger les conditions de sécurité et de santé de ses salariés. C'est pour ça que dans la situation actuelle de pandémie, évidemment, le CHSCT il a un rôle qui est central. Alors, il consiste, donc c'est une instance où il y a siège à la fois donc le directeur ou la directrice d'un établissement et des représentants des salariés, dont nous, Vincent et moi, faisons partie. Donc l'intérêt du CHSCT, c'est de mettre la Poste face à ses responsabilités sur la question des conditions de sécurité dont on a parlé précédemment. Donc, c'est dans ce cadre-là, on peut utiliser l'ensemble des leviers juridiques qui sont possibles et qui sont nécessaires, notamment le recours à l'inspection du travail. C'est ce qu'on a fait sur mon CHSCT, puisque dès le début, on a déposé un formulaire de danger grave et imminent avec demande de recours auprès de l'inspection du travail, puisqu'il n'y avait ni masque, ni gel hydroalcoolique, ni mise en place d'un dispositif précis pour assurer la sécurité des personnels. Procédure qui est toujours en cours, hein, qui finira
probablement tranchées par les tribunaux. Et donc ça permet aussi éventuellement d'aller au tribunal, etc., tout en demandant à chaque réunion du CHSCT que soient mis en place des points précis, c'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui continuent à travailler, un parcours où ils n'ont pas besoin de mettre les mains sur la moindre porte, qu'on demande justement le matériel qui est nécessaire, qu'on s'assure que les horaires d'ouverture d'un contact avec le public, avec l'usager, permettent d'éviter un contact rapproché, etc. Ok, bah merci beaucoup. Peut-être pour donner la parole dans ce sens-là aussi à Vincent. Comment dire je tombais sur une vidéo cette semaine d'un postier syndicaliste qui, je crois, était dans un centre de tri dans le 15e arrondissement à Paris. Il nous expliquait que l'afflux de courriers, de colis, visiblement, selon lui, non indispensables, mettait du coup les salariés aussi en danger, puisque du coup, comme le disait Benjamin et Vincent, tu l'as dit aussi tout à l'heure, manque de masques, manque de toutes les mesures d'hygiène et sécuritaires. Quel regard toi tu portes un peu là-dessus, y compris voilà, qu'est-ce que vous portez dans les Yvelines via le CHSCT sur ce genre de choses? Ouais, ça c'est un des gros problèmes en fait du moment, hein, parce qu'en effet le courrier baisse quand même logiquement parce que l'activité est réduite partout. Mais par contre, les colis, en effet, apparemment, c'est l'explosion. Enfin, nous, on a assez peu de colis sur les centres courriers des Yvelines, mais au niveau national, on sait que le chiffre, c'est comme la période de Noël, quoi, apparemment. Parce que D'accord. tous les gens sont chez eux et qu'en gros, ils ont que ça à faire, et ils peuvent commander un peu tout et n'importe quoi, les chiffres explosent. Et malheureusement, ça met en danger, voilà, plus il y a d'activité, plus ça met en danger les collègues de la poste, quoi. Du coup, il y a un peu quand même un appel, si je peux relayer, c'est quand même de commander quand même un minimum pour mettre en sécurité un peu tout le monde, hein. Ça fait partie aussi du confinement. Et sinon, au niveau CHSCT, en fait, nous, il y a eu pas mal depuis le début, en fait, on a commencé déjà le 13 mars, début de cette affaire, on avait voté une expertise, en fait, danger grave et imminent, que la Poste s'est permis de contester. D'ailleurs, moi, j'ai un huissier qui est venu chez moi la semaine dernière, m'amener la convocation au tribunal qui serait pour l'instant pour le 14 mai, c'est-à-dire qu'ils se permettent en fait de contester l'expertise en disant que le Covid-19 c'est pas un danger grave et imminent pour eux. C'est un peu le discours d'ailleurs qu'ils ont depuis le départ, c'est-à-dire que il y a 10 000 morts en France, c'est un virus qui se répand partout, mais pour eux c'est pas grave et c'est pas imminent. Et du coup, nous, là, depuis des semaines, on a multiplié sur Versailles les alertes danger grave et imminent parce que les problèmes restent, les problèmes demeurent, hein. Sur le centre courrier de Versailles, d'ailleurs, on a plusieurs collègues qui sont touchés par le virus, hein, qui, bien évidemment, ont été éloignés pendant plusieurs semaines, mais à notre avis, c'est aussi du fait de mesures insuffisantes. C'est ces mesures insuffisantes qui ont entraîné la multiplication des cas, hein, parce qu'on en a plusieurs sur un centre courrier où il y a juste 100-120 personnes qui bossent. Et là, les mesures, même s'ils ont réduit, en fait, là, en gros, on travaille plus de 3 jours par semaine au lieu de 6. Les mesures restent insuffisantes parce que il y a toujours des liens, évidemment, au moment du tri entre salariés. Et c'est extrêmement compliqué de faire appliquer les mesures, les gestes barrières, comme je disais tout à l'heure. Enfin, 1 mètre, en plus en sachant que 1 mètre, selon les études, ça paraît peut-être aussi insuffisant. Enfin voilà, tout ça, c'est compliqué. Nous, en fait, la première mesure, nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement l'arrêt de l'activité courrier. Parce que pour nous, très clairement,
on entend des discours alarmistes toute la journée, c'est pas, enfin voilà, pour moi, je le dis clairement, s'il n'y a pas de courrier en France pendant un mois, ça va pas nous empêcher de vivre, quoi. On dit pas que c'est pas important le courrier, les colis, mais ça me paraît pas essentiel à la survie du pays, quoi. Donc nous, la revendication première, en fait, c'est ça, hein. C'est demander un arrêt de l'activité pour protéger tout le monde. Ok, merci. Peut-être du coup, bon, là je pense qu'on voit quand même l'utilité d'avoir des organisations syndicales dans ce genre de choses, comme les CSHCT notamment, pour faire vivre la voix des travailleurs et notamment leur protection dans ce genre de situation qui est bien entendu absolument légitime et nécessaire. Alors j'ai fait l'ignare, parce que ce n'est pas moi qui ai préparé les petites questions, donc j'ai fait volontairement l'ignare aujourd'hui, une petite dédicace à Marie qui a préparé d'ailleurs les petites questions. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le service de 3 jours qui visiblement aurait été du coup un petit peu accepté par les directions sous la pression syndicale y compris notamment. Donc voilà, en quoi est-ce que ça consiste, et par rapport à ce que nous disait Vincent aussi sur le travail, enfin les postiers au travail, qu'est-ce que ça engendre du coup? Est-ce que c'est nécessaire, efficace, pas du tout? Alors, sur la question de la réduction du service de 3 jours, donc bon, pour nous, évidemment, c'est quelque chose que les directions, puisque c'est national, donc le courrier maintenant n'est plus distribué que les mercredis, jeudis et vendredis. Alors, pour nous, ça va dans le bon sens, puisque mettre moins de personnes dehors, c'est évidemment une avancée du point de sécurité pour lutter contre la propagation du virus, parce que ça veut dire aussi moins de postiers qui prennent les transports en commun, moins de déplacements moins de déplacements dans la ville de postiers, moins de contact avec ses collègues, etc., etc. Par contre, c'est insuffisant et ça ne répond pas donc ni à la demande de sécurité des facteurs et des postiers en général, ni à la nécessité, ou en tout cas à l'affichage qui est fait sur le maintien du service public, puisque actuellement on n'a aucune priorisation réelle des objets qui a été fait par la Poste, malgré ce qui a été un peu affiché dans diverses interviews PDG ou autres. Pour l'expliquer simplement, il y a des tournées qui n'ont pas été faites depuis plusieurs semaines, ou quasiment pas été faites. Les gens attendent y compris des objets extrêmement importants ou du courrier très important. Et à l'inverse, il y a des tournées où on distribue quotidiennement de la publicité ou des colis d'objets un peu rapidement que les gens commandent sur Internet. Donc ça poursuit un peu ce que je disais tout à l'heure sur le refus complètement de la Poste de s'organiser réellement par rapport à cette pandémie. Alors, il y a un autre aspect qui a surgi un petit peu récemment, c'est la question des bureaux de poste, des guichets, par rapport aux prestations sociales, RSA, prestations familiales, etc. Personnes, du coup, qui ont besoin de retirer physiquement encore de l'argent liquide. Alors là, le guichet, lui, il n'est pas ouvert que 3 jours par semaine. Alors c'est assez variable selon les bureaux de poste, mais autant les agents, eux, travaillent à mi-temps, mais plutôt sur un système, ils vont alterner, c'est-à-dire venir par exemple lundi, mercredi, vendredi, et l'autre moitié viendra mardi et jeudi, par exemple. Alors par contre, ils ont fermé physiquement plus de la moitié des bureaux de poste. Je parle pour notre zone. Donc au début, ils en avaient ouvert plus que 3 ou 4 sur une trentaine, puis après ils ont rouvert au compte-gouttes, etc., etc. Donc là, on voit quand même la conséquence de ce qu'a été la fermeture du bureau de poste sur les dernières années. Puisque Tu vois, quand tu dis fermeture de bureau de poste, c'est sur les dernières années, c'est dans le cadre de la casse du service public, c'est pas pendant le confinement avec les mesures qui ont été prises. non, je veux dire, le fait d'avoir fermé une bonne partie de cette activité-là sur les dernières années. Du coup, de fait, on a beaucoup moins de personnel dans ces services-là et donc pas les capacités de faire face à ce problème-là dans cette situation-là. Ok. Ok, merci. Peut-être je vais vous donner la parole
Pour un petit mot de la fin, même si je pense qu'il y a encore un certain sujet. Non, excusez-moi, j'ai complètement oublié une question. Comment est-ce que du coup, même si vous avez déjà donné quelques éléments, peut-être que Vincent, tu peux nous en dire un petit peu plus, comment est-ce que ça se concrétise, la loi d'urgence qui a été votée il y a 2 semaines par le gouvernement, la loi d'urgence contre la propagation du virus, donc notamment qui a fait exploser le taux horaire maximum par semaine qui à la base était de 35 heures par semaine pour tout travailleur, qui peut maintenant être imposé à 60 heures, comment ça se traduit dans la poste, et puis pareil sur la question de l'imposition des congés qui est désormais possible. Est-ce que vous avez des éléments à nous partager sur comment ça s'est concrétisé pour vous dans les Yvelines et en Hauts-de-Seine? Peut-être Vincent, je peux commencer. Nous, pour l'instant, on n'a pas eu de retour réellement de cette loi à la poste dans les Yvelines. Hein. Ils ont pas, bon, ils ont quand même, il y a des collègues qui étaient mécontents quand même, parce qu'ils ont, en gros, ils ont refusé d'annuler les congés qui étaient déjà posés là, au mois d'avril. Mais par contre, ils n'ont pas appliqué, par exemple, ils n'ont pas forcé, à ma connaissance, parce que je crois qu'ils pouvaient aller jusqu'à 10 jours de congés forcés au mois d'avril. Ça, ils n'ont pas fait, à notre connaissance. Mais en tout cas, on va rester vigilants aussi, évidemment, à l'avenir, sur tout ce qui a été annoncé. Hein, parce que il est hors de question qu'on accepte que les patrons nous fassent payer la crise en bossant 60 heures par semaine ou en sacrifiant des congés, etc. Enfin, nous, on lutte déjà au quotidien contre les organisations, contre les suppressions d'emplois. Et comme je le disais tout à l'heure, au final, bon là je parle pour la poste, hein, évidemment, mais à notre connaissance, l'activité n'est pas forcément justement ralentie par cette crise sanitaire. Donc il est hors de question qu'on accepte des mesures de régression sociale. Hein. Ça, c'est très clair. Ok, Benjamin, est-ce que tu as un petit élément à nous donner sur ça? Sur le mot de la fin, Non, pas sur le mot de la fin. C'est pas le mot de la Bastien, fin. non, sur la question est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par la Alors suite là, ça a coupé plusieurs fois là. D'accord, Donc, je recommence. Non, c'était du coup une petite question par rapport à la loi d'urgence qui a été mise en place par le gouvernement il y a à peu près 2 semaines, donc a fait exploser le taux horaire maximal par semaine de travail, l'imposition des congés payés. Donc voilà, est-ce que ça a été mis un petit peu en place dans les Hauts-de-Seine ou pas du tout? Puis tu peux aussi nous donner ton regard un peu sur ces attaques-là du Code du travail. Alors, sur la loi d'urgence sanitaire, non, les dispositions qui ont été prises n'ont pas été place au courrier. C'est-à-dire, on n'a pas augmenté le temps de travail, à l'inverse, on l'a réduit. Et alors, sur les congés, il y a eu effectivement des difficultés sur le fait qu'ils ont refusé à ceux qui avaient déjà posé des congés de les annuler. Par contre, il n'y a pas eu de semaine de congé imposée, ou en tout cas, ça a pris des voies un peu plus détournées, quoi. Par contre, pour la suite, c'est évident, comme dans toutes les entreprises, ils vont essayer de faire payer le manque à gagner aux salariés et que dès maintenant, il faut s'organiser pour une riposte qui va être très importante par la suite. C'est vous devez suivre un petit peu toutes les déclarations ou les ballons d'essai, un peu que tel ou tel reste du MEDEF ou de La République En Marche, qui commence à dire qu'il faut peut-être renoncer aux semaines de vacances d'été, peut-être qu'il va falloir renoncer par la suite définitivement aux 35 heures, etc. Donc la riposte qui va suivre, elle va évidemment être très importante. Ok, merci. Je crois que Bastien avait une question. Alors, moi, c'est une question pour Vincent, tout à fait. Donc, c'est le chat qui nous dit Vincent, apparemment, d'après les rumeurs qui courent, les facteurs de Croissy-sur-Seine, c'est une question des facteurs de Croissy-sur-Seine qui disent que leur hiérarchie disent qu'ils ont que tout droit de retrait ne sera pas payé. Est-ce que c'est, selon toi, vrai? Ouais, du coup, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais, du coup, en fait, on n'a pas un retour en fait précis sur ce qu'ils vont faire, mais comme je disais tout à l'heure, en effet, ils menacent assez systématiquement de refuser de payer les droits de retrait alors qu'ils n'en ont absolument pas le droit. Enfin, le code du travail, il est clair là-dessus.
Et en fait, ce qu'ils doivent faire, si jamais, bon, ça serait aussi lourd de conséquences et assez scandaleux à notre sens, mais si ils reconnaissent pas les droits de retrait, ben, ils doivent aller devant un tribunal. En fait, ils doivent aller dans un tribunal pour dire on conteste le droit de retrait de ce salarié et on va pas le payer ou on va le sanctionner. Mais bon, ça serait particulièrement scandaleux dans le contexte de faire ça, hein. Mais pour nous, ils sont pas dans la légalité, très clairement, en refusant de payer les jours de droit de retrait aux collègues. Très bien. Merci de ton éclairage. Mathieu, du Oui, coup. bah on va arriver à la fin de l'émission. Donc, je vous propose peut-être de prendre chacun la parole une dernière fois pour le petit mot de la fin, y compris peut-être en repartant de ce que nous disait Benjamin tout à l'heure, qui nous expliquait du coup qu'il y avait une riposte à la fin du confinement, qu'il va falloir voilà, qu'il y ait une riposte de grande ampleur sur toutes ces questions-là et la gestion qui est, et notamment les attaques sur le code du travail qui sont menées pendant cette période de confinement. On a aussi parlé du coup de la nécessité d'un service public. Alors peut-être qu'on peut revenir un petit peu là-dessus. Voilà, c'est quoi avoir un service public de la Poste aujourd'hui? C'était quoi celui d'avant? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment parler de service public ou pas? Et voilà, comment est-ce qu'on envisage l'après-confinement? Donc c'était un peu plein de questions en tout, mais je vous propose d'essayer d'un petit peu d'y répondre sur ces plans-là. Peut-être Vincent, je te laisse commencer et puis on termine par Benjamin. Ouais, ouais, bah, en effet, attendez, est-ce que j'entends assez bien en effet, je disais, enfin, la riposte, hein, c'est un peu compliqué. J'entends d'un coup. On t'entend pas très On bien. n'entend pas très bien. Vincent, on Vincent. t'entend pas très bien. Le temps peut-être que Vincent se reconnecte, on peut laisser la parole À Benjamin? à Benjamin. Ouais. Benjamin, du coup, est-ce que tu as suivi du coup les questions Oui, sur la question de qu'est-ce que c'est que le public et quelle riposte pour la suite, c'est ça? C'est ça, complètement. Et puis comment préparer l'après-confinement et compagnie. Alors, comment préparer l'après? Je pense que déjà, il faut informer au maximum pour de tout ce qui se passe et du fait qu'en réalité, cette crise, ou en tout cas le manque à gagner et la récession, il n'y a aucune raison que ce soit à nous de la payer. Parce que là, quand ils lancent des ballons d'essai comme ça, côté MEDEF, République En Marche, etc., c'est pour mettre dans la tête des gens que tout le monde va devoir faire un effort. Alors qu'on sait très bien qu'en réalité, tout le monde ne va pas faire des efforts. Hein, quand il a été vite fait débattu, je crois au Sénat ou à l'Assemblée nationale, de rétablir l'impôt sur la fortune, ils ont même refusé d'en discuter. Ce qui veut dire qu'ils ont réellement l'intention d'en profiter pour rattraper la réforme des retraites qui les a mis en difficulté. Enfin, on va dire de contre-attaquer sur d'autres plans. Alors comment préparer l'après? Moi je dirais comme on a préparé l'avant, hein, en leur donnant envie de se mobiliser, en réapprenant les gestes militants qui nous ont fait défaut pendant un temps et qu'on a remis sur le devant de la scène pendant le conflit sur la retraite. Sur la question de qu'est-ce qui doit être un service public de la Poste, c'est une vaste discussion parce que pour le groupe de la Poste, on est service public quand ça les arrange et on est marchand quand ça les arrange aussi. Alors, qu'est-ce qui doit être le service public de la Poste? C'est simple, parce que pour moi, c'est garantir à tout le monde l'égalité devant un droit à la communication postale et à l'accessibilité bancaire. C'est-à-dire qu'il faut une remise en cause radicale de toute l'évolution de la Poste sur au moins les 20 dernières années, que ça soit sur son activité bancaire, sur son activité courrier, etc. Et donc, plutôt que de chercher la rentabilité, aller réellement revenir sur une activité qui est de service à la population. D'ailleurs, je termine sur cette information quand même parce qu'elle est passée à la trappe, hein, mais c'est pendant la première semaine de confinement que pour la première fois depuis des dizaines de générations, l'État est devenu minoritaire dans le capital de la Poste. Et c'est la Caisse des dépôts, qui est une institution financière, hein, bien que dépendant de l'État, qui a récupéré la majorité des parts du groupe
Tu nous entends bien? Ouais. Est-ce que nous on te reçoit bien? Je pense que oui. Voilà, bah écoute, Ouais, on te laisse. Ouais, je pense que c'est bon. On te laisse peut-être pour le petit mot de la fin. Là, Benjamin vient quand même de parler pas mal aussi de service public et de la riposte, mais on veut aussi connaître ton avis. ouais, ouais, en fait, c'est encore un peu. Nous on t'entend bien. On t'entend bien, ouais, de notre côté, Le Vincent. problème, c'est que je m'entends parler en même temps. Alors c'est attends, un ce qu'on va faire, c'est que un peu compliqué. Mais je... Ouais, ouais, Bastien, notre génie technique, va essayer Euh, de trouver une solution. ça doit être Là, mieux je comme crois que ça. c'est bon. Mais... Non, ça devrait être mieux. Ouais, non, mais du coup, j'ai entendu ce que disait Benjamin. Donc, je pense Ok. que c'est les magies de la technologie. Je suis assez d'accord sur ce qu'il disait. Du coup, il va falloir, là, c'est ça, en fait. Ils essayent, que ça soit le gouvernement ou le MEDEF, ils essayent, comme toujours, de nous faire régresser et de nous faire payer les crises en demandant, en testant et en demandant des efforts aux salariés, alors qu'on sait très bien que les actionnaires s'enrichissent toujours plus depuis des années, et il va pas falloir laisser faire tout ça, évidemment. D'ailleurs, ils ont déjà un peu peur, parce que je voyais qu'il y a des petits articles qui circulent, comme quoi, soi-disant, les RG s'attendent à ce que l'après-confinement soit très compliqué, à ce qu'il y a des mouvements sociaux un petit peu importants, donc tant mieux. Mais il va falloir évidemment que les salariés restent mobilisés pour contrer tous leurs projets, que ce soit les remises en cause sur les congés, sur le temps de travail, etc. Enfin, tout ça, c'est une bataille globale, et même si nous, à la Poste, on sera peut-être pas forcément touchés de la même manière, bah, il faudra rester mobilisé, en tout cas avec les secteurs en solidarité avec les secteurs qui le seront. Et juste, nous, sinon, au niveau postier, on a, depuis quelques semaines, là, avec le confinement, on essaye un petit peu de réunir Bon, ça a pas mal marché, parce qu'on était quand même quelques dizaines là, sur certaines réunions. En fait, il y a une page, j'invite les collègues qui entendent, une page postière et postier en lutte, là, où on essaye d'organiser des réunions téléphonées, du coup, pour se coordonner un peu. Et il y a pas mal de syndicalistes qui ont participé à ça là, les premières semaines, donc faut pas hésiter. Il y a une nouvelle réunion jeudi, là, et jeudi soir, et donc voilà, la riposte, il faut, même pendant ce confinement, il faut tenter de l'organiser. Il faut pas perdre de vue qu'ils vont profiter de cette crise aussi pour taper sur le dos des salariés, très clairement. Mhm. Ok, bah merci beaucoup, Bastien. Très bien, bah, merci Vincent, merci Benjamin pour votre éclairage, pour vos réponses à toutes nos questions. On va marquer une très courte pause, le temps de dire au revoir à nos invités, et pour ensuite conclure l'émission. Donc encore une fois, merci Vincent, merci Benjamin. C'était un plaisir de vous recevoir, aujourd'hui pour notre 6e émission de la web radio du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. Émission que vous pouvez retrouver bien évidemment en rediffusion sur la page Facebook du coup des jeunes communistes des Yvelines, et aussi sur le YouTube. On la postera dans la soirée ou demain. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, le podcast si j'ose dire, et puis à réagir aussi sur les réseaux, réagir sur les réseaux par rapport à cette émission. On marque une très très courte pause pour dire au revoir à nos invités, et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Et bonjour à tous, du coup nous sommes à la conclusion de cette 6e émission de la web radio du mouvement des jeunes communistes. On a un certain Jean-François Bolzinger, je crois que tu le connais Mathieu, Ça me dit quelque chose. qui dit qu'on devrait passer notre émission à la place de Macron ce soir, parce que oui, on le rappelle, Macron s'exprime ce soir à 20h en direct, et qui dit bravo les postiers et la JC. On remercie Jean-François Bolzinger, quelqu'un de très connu je pense dans cette émission. Mathieu, un petit mot de la fin peut-être du coup. Oui, rapidement. Bon, de toute façon, je pense qu'avec les différentes émissions qu'on a eues,
au cours depuis le début du confinement, donc là notre 6e, on a quand même le même son de cloche, il me semble, quels que soient les secteurs, que ce soit le manque de masques, d'application des mesures pour que les travailleurs puissent travailler de manière sécurisée, de manière hygiénique, et puis sans se mettre en fait en danger par rapport à l'épidémie exceptionnelle qu'on est en train de vivre, que ce soit dans les transports, bon là on n'a pas encore fait la santé, mais on en a quand même entendu parler aussi, la poste, les solidarités avec le secours populaire, et j'en oublie, on se retrouve comme dans une situation où tous les secteurs, l'énergie bien sûr, une situation où en fait le gouvernement est incapable de mettre en action les mesures qui devraient permettre aux travailleurs de pas aller mourir au travail en fait. Donc on est quand même dans cette situation là. Il me semble que avec les intervenants qu'on a, on a une vraie nécessité de réaffirmer et de réinventer les services publics pour pouvoir faire face à ce genre de crise. Mais il faut pas oublier que quand il n'y a pas de crise, on est quand même dans un pays où il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc en fait, renforcer les services publics à partir d'aujourd'hui, de demain, de l'après-confinement, c'est aussi permettre à ces personnes-là d'avoir une vie viable aussi, quoi, et les sécuriser aussi dans leur parcours, plutôt que de leur expliquer qu'il va falloir qu'ils aillent bosser au bout du deuxième travail, qui voudraient pas accepter parce que ils auraient peut-être pas envie non plus de faire ça. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. Pour la prochaine émission, on est en travail sur la question de santé. Du coup, on essaie de voir comment on pourra avoir comme invité des étudiants infirmiers qui ont été réquisitionnés dans les hôpitaux, poser les questions du coup de la formation, de comment ça se passe pour eux aussi dans leurs études, et on essaiera aussi d'avoir un intervenant sur la question de l'hôpital, peut-être plus sous un angle un peu plus général. Voilà, donc on est en train de travailler à ça, ce sera peut-être pas cette semaine, ce sera peut-être la semaine prochaine. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup Mathieu pour cette 6e émission. Un grand merci aussi, parce qu'on oublie de les citer à chaque fois, mais à Simon et Valentin, on peut les applaudir, bravo, qui s'occupent qui nous aident qui font partie de l'équipe, qui montent le studio avec nous, qui s'occupent, merci à la connexion de Valentin de permettre ce genre d'émission, et qui font Valentin il met des cœurs partout là. Et qui font, c'est Simon aussi, et qui font aussi donc la modération, la lecture du chat, donc merci à eux, un merci aussi à tous ceux de la JC qui peuvent qui participent, qui nous aident à préparer les émissions, qui nous font les visuels, et donc un grand merci à eux. Petite pensée émue et sensible à Macron pour ce soir, qui va nous faire un discours d'anthologie encore une fois ce soir à 20h. Donc là ce sera notre prochain rendez-vous politique, et puis je pense qu'on pourrait éventuellement aussi en débattre et en reparler ultérieurement. Ensuite, pensez du coup à tous les camarades qui sont confinés seuls chez eux et qui n'ont pas la chance de pouvoir voir du monde, c'est compliqué pour eux. Pensez aussi à toutes les personnes qui de près ou de loin ont été touchées par le Covid-19. On pense aussi fort à eux, et malgré tout, n'oubliez pas que la lutte continue malgré le confinement. On vous souhaite à tous un bon début de soirée, et on se retrouve pour une prochaine émission. Au revoir.